la rétrospective de la semaine. L'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo a été appelé à la barre pour sa déposition en qualité de témoin ce lundi 11 mars. Il déclare avoir été sollicité le 16 septembre 2015 aux environs de 16 heures à prendre part à la réunion de la commission de réflexion et d'aide à la décision CRAD sur invitation du chef d'état-major général des armées au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Au cours de cette réunion, le général Gilbert Diendéré les informe de l'arrestation des autorités de la transition, chose que lui et les autres participants ont désapprouvé et ont exigé la libération des otages. Une situation qui va conduire Jean-Baptiste Ouédraogo, Monseigneur Paul Ouédraogo et le chef d'état-major général des armées à aller dans la nuit du 16 au 17 septembre à la rencontre du RSP dont les sous-officiers ont émis des griefs et des revendications à l'endroit de la transition. Une fois de retour au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, les émissaires demandent au général Gilbert Diendéré de clarifier sa position. Et c'est là que le général va affirmer avoir surpris de jeunes officiers en train de rédiger une déclaration. Et c'est le colonel-major Bourema Kieré qui porte la déclaration à la connaissance des participants à la réunion sur ordre du général Gilbert Diendéré. Après lecture, les témoins notent que celle-ci s'apparente à un projet de coup d'État. Il déclare avoir, lui et Monseigneur Paul Ouédraogo, dit ceci, je cite, « S'il s'agit d'un coup d'État, nous n'avons plus notre place dans les négociations. » Fin de citation. Prenant la parole, le parquet demande alors qui sont les jeunes officiers que le général dit avoir surpris. Appelés à la barre, les capitaines Dao et Zumbri ont refusé de répondre à cette question. Le commandant Korogo, les lieutenants Dianda et Compaoré, eux disent n'avoir pas été au courant de cette déclaration. Le général appelé à la barre dit n'avoir pas de réaction après le passage de ces derniers. Il fait savoir au parquet qu'il n'y a pas d'intérêt à faire défiler des officiers à la barre. Au cours de l'audience, le parquet est également revenu sur les propos du général Gilbert Diendéré. Celui-ci aurait déclaré que les membres de la CRAD ont apporté des amendements à la déclaration du projet du coup d'État, à savoir l'instauration du couvre-feu et l'expédition des affaires courantes par les secrétaires généraux des ministères. Jean-Baptiste Ouédraogo nie cela en bloc et déclare qu'il s'agit d'un lapsus du général. À noter que Gilbert Diendéré n'a pas contesté la déposition du témoin et a d'ailleurs marqué sa satisfaction vis-à-vis de celle-ci. L'audience reprend ce mardi 12 mars à partir de 9h. L'audience de ce mardi s'est poursuivie avec le témoignage de l'ancien président du Faso Jean-Baptiste Ouédraogo. Celui-là qui se considère comme un témoin privilégié des événements de septembre 2015 est resté fidèle à sa déposition du lundi et à celle faite antérieurement devant le juge d'instruction. De prime abord, ce sont les parties civiles qui prennent la parole pour poser des questions aux témoins, aux accusés concernés par la déposition ainsi que faire des observations. Pour l'essentiel des questions à lui poser, le général Gilbert Diendéré s'est refusé de répondre, invitant les différentes parties à se référer à ses dépositions antérieures. Pour Maître Prosper Farama, c'est avec étonnement que l'accusé refuse de répondre aux différentes questions à cette étape de la procédure. Il indique que le général demandait pourtant avec force l'inculpation des membres de la CRAD, de Monseigneur Paul Ouédraogo et de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo pour avoir pris part à la rencontre du 16 septembre et accompagné de ce fait le putsch. L'avocat de la partie civile souligne par ailleurs que si le général Diendéré dit être en phase avec les propos du témoin, la conséquence juridique est que le général est bien le planificateur et le commanditaire du coup d'État. De même, il accepte qu'il est allé rendre compte aux hommes avant de revenir dire à la CRAD que les hommes s'opposent à la libération des otages. Maître Guyer Vekam, un autre avocat de la partie civile, va dans le même sens en affirmant qu'il constate que le général Gilbert Diendéré a jeté les armes et ne veut plus se battre. Je ne suis pas militaire, mais je comprends qu'on ne tire pas sur un adversaire qui n'est plus en capacité de belligérance, a-t-il déclaré, en signifiant qu'il n'y a plus d'intérêt pour lui d'interroger le général. Pour Maître Latif Dabo, avocat du général Diendéré, le témoignage de Jean-Baptiste Ouédraogo fait ressortir qu'il a été médiateur lors des 3 crises antérieures au sein du RSP. Mais souligne-t-il, il n'en était pas l'instigateur. Il répond ainsi au parquet militaire qui selon lui a plusieurs fois
toutefois souligner que si on faisait appel au général Diendéré pour résoudre des crises, c'est que c'est lui qui tirait les ficelles. Il termine en signifiant que la déclaration liminaire du témoin n'est rien d'autre qu'une analyse, puisque pour lui, son rôle est de dire ce qu'il a vu, entendu ou fait. S'il lui demande au tribunal de ne pas en tenir compte, cela n'est pas le cas de Maître Degli et Maître Dieudonné Bonkungu, tous de la défense. Pour ces derniers, il est important pour le président de rendre sa décision en ayant à l'esprit la réconciliation nationale. Maître Degli ira même jusqu'à prendre l'exemple de la Conférence nationale souveraine du Bénin, où les anciens chefs d'État ont par leur sagesse selon lui permis de faire des bonds en avant en ne faisant pas de la chasse aux sorcières. Pas question, rétorque Maître Prosper Farama de la partie civile. Pour lui, il faut que la défense apprenne à avoir une ligne claire. Ici, nous sommes au procès. Le jour qu'on sera à une conférence nationale souveraine, chaque Burkinabé viendra dire ce qu'il pense, a-t-il renchéri. Maître Prosper Farama estime par ailleurs que les différentes parties à ce procès ne représentent en rien la nation burkinabé et qu'il n'appartient pas à la justice de rendre une décision en faveur de la réconciliation nationale. Il termine ses propos en affirmant ceci, je cite, « Notre seule mission est d'établir les faits et prendre des sanctions. Il ne faudrait pas qu'on transforme le procès en conférence nationale souveraine. » Fin de citation. L'audition des témoins se poursuit ce mercredi au tribunal militaire de Ouagadougou. Appelé à la barre ce mercredi, le témoin du jour, Moumina Chérif Sy, président du Conseil national de la transition au moment des événements, a répondu aux questions relatives à la radio 108.0 qui émettait dans la clandestinité. Il a fait savoir que cette radio a été mise en place par des activistes qui luttaient contre le coup d'État. Il ajoute que la fréquence de la radio Savane FM avait été piratée à l'insu de celle-ci pour la mise en place de la 108.0. Le témoin pointe la responsabilité de certains leaders de partis politique dans le coup d'État. À ce titre, il cite Léonce Koné, Achille Tapsoba et René-Émile Kaboré. Sur le plan militaire, il pointe également du doigt le général Gilbert Diendéré, le major Badiel, le sergent-chef Roger Koussoubé, l'adjudant-chef Jean-Florent Nyon, qu'il dit considéré comme les noyaux durs du RSP. Chérif Sy, dans sa déposition, va ajouter que selon des informations qui lui sont parvenues grâce à un réseau d'informateurs qu'il avait mis en place, le capitaine Dao et Nebie Moussa Dirambo se sont emparés d'argent qui se trouvait dans une villa de l'ex-président du Faso Blaise Compaoré. Appelés à la barre, les deux accusés vont rejeter cette déclaration du témoin qu'ils qualifient d'allégation, des propos qualifiés également de rumeurs selon les avocats de la défense. La question des écoutes téléphoniques s'est également invitée à cette audience. Le témoin fait savoir dans son procès verbal qu'en plus des écoutes entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, il y avait une autre bande en langue bambara dont le numéro provenait du Mali. Chérif Sy indique avoir entendu les différentes écoutes au mois d'octobre sur le net et les réseaux sociaux, ce qui ne convainc pas Maître Dieudonné Bonkungu de la défense. L'avocat fait savoir que ces écoutes ont été mises sur les réseaux sociaux le 12 novembre 2015 et que le témoin les a entendues à travers d'autres canaux. La tension monte dans la salle, une partie de l'assistance crie à l'endroit de l'avocat en ces termes, c'est faux. Le président du tribunal appelle au silence et menace de vider la salle. Appelé à la barre pour réagir sur la déposition du témoin, le général Gilbert Diendéré déclare que Chérif Sy n'était pas informé de la réalité sur le RSP et qu'il y a eu beaucoup d'intoxication. Sur la loi portant statut du personnel militaire des forces armées nationales, Gilbert Diendéré note que la hiérarchie n'était pas d'accord avec cette loi. Pourtant, Chérif Sy, dans sa déposition, dit avoir alerté le président de la transition Michel Kafando sur la dite loi et que celui-ci a fait savoir que la hiérarchie militaire était d'accord. J'ai appelé certains pour leur dire que cette loi doit être retirée, indique le témoin. La suite de l'audience, c'est pour ce vendredi 15 mars à partir de 9h avec un autre témoin. L'audience de ce vendredi a été consacrée à l'interrogatoire des témoins cités par deux accusés. Le premier accusé, le sergent Sawargo Nobila, a cité 3 témoins pour confirmer ses propos selon lesquels il ne faisait pas partie du commando qui avait mis aux arrêts les membres de la transition. En effet, dans les pièces du dossier lues par le parquet militaire, certains de ses co-accusés, en l'occurrence le caporal Dassami et l'adjudant-chef Nebie Moussa Dirambo, avaient affirmé qu'ils faisaient partie non seulement du commando, mais qu'ils se seraient rendus également à 16h sur le général Gilbert Diendéré.
L'accusé Sawargo Nobila, lors de son passage devant la chambre de jugement, avait nié en bloc ses propos et avait soutenu qu'il n'est allé au camp Nabakoum 2 qu'à 17h. Et c'est pour éclairer et aider le tribunal à la manifestation de la vérité qu'il a fait venir les 3 témoins. Son premier témoin, Sawargo Konsamure Salam, un de ses cousins, a soutenu que l'accusé était avec lui de 10h à 12h30 et qu'il se serait rendu après chez une dame du nom de Sawargo Justine pour effectuer des achats de fournitures scolaires. Appelée à la barre, cette dernière a également confirmé que l'accusé était chez elle de 13h jusqu'à 14h et qu'il a effectivement effectué des achats chez elle. Son troisième et dernier témoin est le sergent Jean Yoli, un de ses ex-collègues du RSP. Ce dernier a déclaré que l'accusé l'a joint vers 15h30 pour comprendre les faits et c'est lui qui lui avait dit de venir au camp pour comprendre les faits. Il a également précisé que c'est à 17h que l'accusé est arrivé au camp Nabakoum 2. Se fondant sur ces témoignages, le conseil de l'accusé a tiré la conclusion selon laquelle son client ne pouvait pas participer à l'arrestation des autorités qui a lieu aux environs de 13h-14h. D'ailleurs, appelé à la barre, le caporal Dassami et l'adjudant-chef Nebie Moussa Dirambo ont révisé leur position en soutenant qu'ils s'étaient trompés et que ce n'est qu'à la date du 17 et non le 16 que leurs co-accusés étaient avec eux. Après ces témoins, ce sont les témoins de l'accusé, le sergent Bouémeda, qui ont fait leur déposition. Au nombre de 3 également, ces témoins sont venus dire ce qu'ils savaient du calendrier de l'accusé pendant les événements. Ainsi, c'est d'abord l'adjudant-chef-major de gendarmerie Issouf Guiré, par ailleurs chef de service de l'épouse de l'accusé, qui a fait son témoignage. Conformément aux déclarations de l'accusé, il a soutenu qu'il a eu le sergent Boué Médard au téléphone le 17 septembre. Il l'avait conseillé de se démarquer du coup d'État. Il a également précisé que dès que l'accusé a réussi à quitter le camp Nabakoum 2, il s'est présenté à son bureau au niveau du chef d'état-major de la 3e région militaire. Il précise que c'est lui également qui a conseillé l'accusé d'aller se rendre au camp Guillaume Ouedraogo. Son second témoin, le capitaine Moussa Moïse Kaboré, quant à lui, a fait son témoignage sur la période du 18 au 20 septembre. Il affirme qu'il a été détaché de manière occasionnelle par sa hiérarchie pour assurer le rôle d'aide de camp du président sénégalais Macky Sall lors de la venue de la délégation de la CEDEAO. Il affirme que le sergent Boué était avec lui pendant toute cette période comme agent de sécurité à l'hôtel Laïko. Son troisième et dernier témoin est son propre petit frère Bouillon Arsène. Ce dernier a fait savoir au tribunal qu'il était avec son grand frère dans la soirée et la nuit du 16 septembre et que ce n'est que le 17 au matin que l'accusé est allé au camp Nabakoum 2. Il a aussi ajouté que des éléments du RSP au nombre de 5 sont venus à leur domicile le 22 septembre où ils ont proféré des injures et des menaces envers son frère en estimant qu'il était traître et voulait se démarquer du mouvement en filant des informations à la gendarmerie. Au regard de toutes ces déclarations, l'avocat de l'accusé, Maître Babou, a signifié que son client ne méritait pas les faits à lui reprocher car il n'a pas selon lui posé un acte tendant à la consolidation ou à la consommation du coup d'État. L'audience reprend le lundi 18 mars avec l'audition, cette fois-ci de l'expert des rapports téléphoniques Younoussa Sanfo. La rétrospective de la semaine. L'état-major général des armées a annoncé le 4 février 2019 avoir neutralisé 146 terroristes au cours d'une opération de représailles contre des groupes terroristes dans les départements de Kain, Ban et Bomboro. S'en sont suivis des allégations d'exécution sommaire reprochées aux forces de défense et de sécurité par des parents de victimes de cette opération. Afin que la lutte contre le terrorisme s'inscrive dans le cadre de l'état de droit, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP dit s'être saisi de l'affaire en diligentant une mission d'enquête dans les zones concernées. Ainsi, après avoir rencontré plusieurs témoins directs et indirects des événements, recueilli des témoignages qui ont été recoupés et confrontés à plusieurs autres sources pour, dit-elle, s'assurer de leur authenticité, la mission du MBDHP a abouti à divers éléments d'information. D'abord, des exécutions de personnes ont été signalées dans les villages de Kain, Sunam, Tiabewal, Gingi. Dans toutes ces localités, le MBDHP dit avoir relevé et documenté 60 cas présumés d'exécution sommaire de personnes commises le 4 février 2019, dont 8 femmes, toutes issues de la même famille. Mais les cas recensés sont non exhaustifs, dit la structure, en ce sens que sa mission n'a pu couvrir toutes les localités concernées par les tueries. Selon le MBDHP, les témoignages recueillis par sa mission mettent en cause des éléments des forces armées dans les tueries et autres violations des droits humains. Autre
les exécutions sommaires, la mission du MBDHP confie avoir constaté des cas de violation de l'intégrité physique de personnes telles des bastonnades. Aussi, des cas de destruction de biens privés et autres biens emportés ont été enregistrés. Cette situation a engendré, selon le MPDHP, une véritable psychose dans les zones visitées par sa mission du fait de l'ampleur et l'horreur des événements survenus dans ces zones, d'où le déplacement forcé de plusieurs milliers de personnes craignant, disent-elles, le retour des militaires. À l'issue de sa mission d'enquête, le MPDHP dit avoir noté plusieurs zones d'ombre dans le communiqué officiel de l'état-major général des armées et ajoute que les témoignages recueillis constituent des accusations dont le degré de gravité nécessite des investigations sérieuses, poussées et impartiales. À l'analyse, le MPDHP estime que toute cette situation est totalement à l'avantage des groupes terroristes qui, selon diverses sources, n'hésitent plus à se présenter dans ces localités comme les défenseurs et les protecteurs de la communauté Peul et de la religion musulmane face aux dérives des FDS. Cette posture constitue leur principal argument pour élargir leur base sociale et gagner la sympathie des populations, ajoute le mouvement. Somme toute, le MBDHP conclut qu'il est nécessaire d'entreprendre des actions urgentes pour rassurer les populations de ces zones et rétablir la confiance entre elles et les forces de défense et de sécurité. C'est tout le sens des recommandations formulées par le mouvement dont la mise en œuvre pourrait contribuer, selon lui, à éviter à l'avenir des dérives dans la lutte antiterroriste. À l'occasion de l'inauguration du pont de la Sirba le 25 septembre dernier, le Premier ministre d'alors Paul Kabatieba et le ministre des Infrastructures Éric Bougma promettaient à la population de la Nyanya du lancement en décembre 2018 des travaux de bâtiment de la RN18 sur le tronçon Fada-Bogandé. Mais à ce jour, le mouvement RN18 dit constater avec désolation la non-tenue de cette promesse. Une situation qui avait conduit le mouvement à lancer un appel à manifester ce lundi 11 mars, mais qui a été suspendu à la dernière minute suite à des échanges que la structure a eus avec certains responsables du ministère des Infrastructures. Le porte-parole du mouvement Koumondi Lamoussa et ses camarades disent privilégier la voie du dialogue. Toutefois, il ajoute que sa structure prévoit des assemblées générales dans les différentes communes de la province pour informer les populations de l'évolution des négociations. Outre ce point, le mouvement a déploré également l'avancée des points de leur plateforme revendicative au nombre de 4, dont la construction des nouvelles routes et l'entretien courant de celles existantes, la construction des ouvrages routiers et le bâtiment de la RN18 Fada-Taparco et l'amélioration des services sociaux de base. Relativement aux 3 premiers points, le mouvement RN18 rappelle qu'il avait engagé des mass meetings, des plaidoyers qui avaient amené le gouvernement à prendre des engagements en réponse à cette fronde sociale. Tout en saluant ces efforts du gouvernement, Lamoussa Koumondi et ses camarades disent rester toujours sur leur soif de désenclavement de la province au regard des nombreux abandons et sabotages de chantiers et ce qu'ils qualifient de grandes duperies sur l'entretien de la RN18. Face à cette situation, le mouvement RN18 prend l'opinion publique à témoin et tient pour seul responsable le gouvernement de la détérioration du climat social dans la province si rien n'est fait. Relecture de la loi sur les coefficients en fonction du type de musique, audit du bureau burkinabé du droit d'auteur, dotation d'un logiciel unique de comptabilisation. Ce sont entre autres les différentes résolutions prises par le ministère en charge de la culture selon le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub. Le syndicat note par ailleurs une augmentation du cachet des artistes lors de la dernière édition du FESPACO, mais juge celle-ci toujours insuffisante. Abdul Kader Ouattara dit Almami Kaji, secrétaire général du Sinamub. 150 000 francs CFA au lieu de 100 000 francs pour le playback, 500 000 francs CFA au lieu de 300 000 francs pour le semi-live, et ce comparativement à l'édition 2017. Nonobstant cette augmentation que nous jugeons insuffisante, un effort doit être fait pour atteindre le plancher de 1 million de francs CFA pour le live et 300 000 francs CFA pour le playback à la demande du syndicat. Non content de cela, il nous est revenu que 30% des cachets de certains artistes ont été retenus dans des couloirs. Les artistes musiciens se disent toujours déterminés pour une application effective des décisions de leur ministère de tutelle qui pour l'instant n'a pas prévu une échéance. Nous serons satisfaits quand il y aura la résolution finale. Quand on nous dira, voilà l'échéance du logiciel de comptabilisation. Quand on nous dira, il n'y aura plus cette injustice des coefficients au niveau du BBDA.
Et quand on nous dira que les cachets là auront un plancher comme nous le demandons, nous ajoutons que nous sommes dans un pays où tout s'arrache. Rien ne se donne. Sur la récente sortie médiatique du ministre en charge de la culture au sujet du SINAMU, le syndicat dit prendre acte des excuses de ce dernier. La rétrospective de la semaine. Les agents du ministère en charge de l'économie et des finances observeraient-ils un mouvement d'humeur latent? En tout cas, une lettre circulaire non signée alimentant la toile et relayée par certains médias en ligne appelle les travailleurs du ministère à boycotter bon nombre d'activités. Selon la dite circulaire, cette décision est motivée à partir d'un certain nombre de constats. D'abord, elle évoque les mouvements d'humeur qui seraient déclenchés par les travailleurs depuis le vote de la loi des finances initiale de 2019, consacrant le plafonnement du fonds commun à 25%. Ensuite, la circulaire révèle les conclusions d'une assemblée générale du syndicat national des finances SINAFI et d'une réunion des délégués des sections et sous-sections ayant décidé de la suspension de certaines activités jusqu'à nouvel ordre. Enfin, c'est la ferme volonté des banques à saisir dès fin mars le salaire des agents qui est avancé pour justifier ce mot d'ordre. Ainsi, la lettre circulaire précise que les travailleurs décident de la suspension de leur participation jusqu'à nouvel ordre à bon nombre d'activités. Parmi celles-ci, les corrections salariales et mises à jour des salaires, les traitements de requêtes pour les contreparties nationales et la participation aux commissions d'attribution des marchés et de réception de la commande publique, les montages et publications des résultats des avis d'appel d'offres, des manifestations d'intérêt et de propositions, les travaux relatifs à l'élaboration de l'avant-projet de loi de finances et la préparation technique et administrative des négociations des accords, des financements et de la coopération bilatérale et multilatérale. Contactés par Radio Liberté pour apprécier la situation, des responsables syndicaux du ministère en charge de l'économie et des finances ont souhaité ne pas se prononcer sur la dite circulaire. Ils n'ont plus infirmé ou confirmé le mouvement d'humeur qui serait en cours. Un responsable du ministère que nous avons également joint n'a pas voulu se prononcer sur la situation au regard du fait que la circulaire est anonyme. Tout de même, le dit responsable nous confie que des discussions sont déjà entreprises avec les différents acteurs du ministère pour trouver des solutions aux différentes préoccupations. Le foncier au centre des conflits communautaires et intercommunautaires au Burkina, état des lieux de la mise en œuvre de la loi 034 sur le foncier rural, quelle alternative pour un mieux vivre ensemble? C'est sous ce thème que se tiennent les premières journées parlementaires du groupe Paix, Justice et Réconciliation nationale PJRN. Un thème qui découle d'un constat peu reluisant de la gestion des questions foncières, surtout en milieu rural au Burkina, à en croire son président, Gilma François Baïsé. Le système foncier burkinabé est confronté à plusieurs problèmes que sont la position du régime foncier traditionnel et d'un régime foncier étatique en milieu rural, le développement et la spéculation à tous les niveaux, un important accaparement des terres rurales du fait de lotissement tous azimuts, des agro-business, de l'orpaillage à grande échelle. Il a par ailleurs souligné que les réflexions vont également porter sur les mécanismes d'application des lois relatives au foncier rural qui jusque-là ne sont pas appliqués. On fait sortir une loi, mais on ne prévoit pas les ressources tant financières et humaines pour la mise en œuvre de cette loi sur le foncier rural. Combien de communes aujourd'hui ont du personnel qualifié pour gérer le foncier rural? Ils ne sont pas nombreux. Quelles sont les communes qui sont capables de pouvoir recruter des personnes qualifiées pour le foncier? Ils ne sont pas nombreux. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale a également saisi l'occasion pour dénoncer ce qu'il qualifie de gestion tâtonnante et timide par le pouvoir des préoccupations de la population telles que le chômage, l'insécurité et les conflits communautaires. Venir à bout de la situation sécuritaire, concrétisation du vote des Burkinabés de l'extérieur et résolution de la crise au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Tels sont les défis à relever pour une bonne préparation des prochaines élections présidentielles, à en croire les communicateurs du panel initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. Pour le panéliste professeur Albert Ouedraogo, c'est dès maintenant qu'il faut trouver des solutions. Il faut s'inquiéter, la situation n'est pas désespérée, mais elle est très critique. Si les hommes politiques
ne se réveille pas, nous allons droit dans le mur. Parce que les défis qu'on a soulevés sont énormes. Et il faut prendre des décisions. Il ne faut pas attendre que le train avance, il faut aider la locomotive à avancer. Des obstacles, si on ne lève pas, ça va compromettre même la tenue des élections à bonne échéance. Pour sa part, le président des compétences électorales africaines, Régis Zougmouri, a évoqué d'autres urgences. Nous pensons qu'il faut maintenant aller vers qu'est-ce qui va amener l'électeur du Burkinabé de l'intérieur comme de l'extérieur à aller massivement voter. Quelles sont les conditions pour que nous puissions identifier le programme politique qui va vraiment régler nos attentes. C'est de ça il est question au fond. Mais nous disons, c'est le même pays et nous devons travailler ensemble à gagner ces défis-là. Présent à ce panel, le vice-président de la CENI a tenu à rassurer Adama Kéré. Nous avions un calendrier, nous avions des échéances électorales et nous travaillons à ce que les élections en 2020 se tiennent donc à bonne date et que ces élections-là fournissent des résultats assez satisfaisants et acceptés de tous. Les prochaines élections présidentielles et législatives sont prévues pour se tenir en novembre 2020. La rétrospective de la semaine. La situation sécuritaire, la crise de l'école burkinabé et les difficultés liées à la santé. Ce sont entre autres les problèmes soulevés par le mouvement Génération Zida pour la patrie durant cette conférence. Cette structure dit être née pour inviter Yacouba Isaac Zida à rentrer au pays et à se présenter aux prochaines élections. Sayouba Ouedraogo en est le coordonnateur. Notre premier vœu est de voir son Excellence, M. Yacouba Isaac Zida, rentrer au pays, le pays où vivent ses frères et sœurs. Notre deuxième vœu est d'ériger son Excellence, M. Yacouba Isaac Zida, en candidat de la jeunesse, en candidat des femmes et hommes pétris de vérité et de justice à l'élection présidentielle 2020. Pour le coordonnateur, Yacouba Isaac Zida est l'homme de la situation. Il fait référence aux réalisations faites sous la transition. Cet appel, parce que rien que hier, quand il était aux fonctions, on a vu ses actions sous la transition. On a vu les décisions fortes qui ont été annoncées. Tout cela nous pousse à dire qu'il est l'homme de la situation. Après les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, le mouvement prévoit parcourir d'autres régions du pays pour parler de leurs leaders, a souligné le conférencier. Classé troisième dans le groupe I avec 7 points derrière l'Angola et la Mauritanie, le Burkina devra battre la Mauritanie, le leader du groupe, et espérer une défaite ou un match nul du dauphin, l'Angola, pour se qualifier. Une équation complexe et difficile à résoudre, mais très simple pour le sélectionneur burkinabé qui a bâti sa stratégie sur de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés comme Présis Nakoulma, Aristide Bansé et Bertrand Traoré. Paulo Duarte. On a récupéré joueurs comme Nakoum, on a récupéré joueur Bansé, qui n'est pas en grande forme, mais c'est un joueur qui commence à venir. Et voilà, j'ai mangé l'expérience avec la jeunesse. Et certains joueurs, même s'ils ne peuvent pas donner beaucoup pour ce match, dedans du terrain, ils vont me donner dehors du terrain pour aider cette jeunesse à rentrer dans ce match avec l'esprit vainqueur et la stabilité pour gagner devant un adversaire difficile, moralisé, qui est déjà qualifié. Et voilà, et une liste qui va nous permettre de faire une bonne équipe et avoir un banc de remplaçants à un niveau acceptable qui me permet de changer si j'ai besoin de changer. Et avec cette composition de l'équipe, le sélectionneur Paulo Duarte croit dur comme fait que les étalons arracheront les 3 points de la qualification au soir du 23 mars prochain. Nous sommes Burkina, pourquoi les autres ne peuvent pas perdre même, ou faire nul. Donc on doit gagner notre match, on doit gagner contre la Mauritanie, mais aujourd'hui on doit se concentrer seulement sur notre match, sur notre qualité, gagner le match et fêter à la fin parce que je suis convaincu qu'on va se qualifier. Le capitaine des étalons Charles Kabouré n'est pas sur la liste convoquée, pendant que de nouveaux joueurs comme Aboubakar Sawargo de Al Nadjoum de l'Arabie Saoudite et Franck Traoré de l'Ajax d'Amsterdam font leur entrée. En plus des 24 joueurs convoqués, 25 autres sont pré-convoqués pour supplier les convoqués en cas de défaillance de dernière minute.